Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde table ronde. C'est un match de boxe. Donc, nous ne sommes pas responsables du titre, mais on a pris ça comme un titre de dissertation. Confrontation, mais pas que, et construction surtout commune entre les chercheurs et les consultants. Faire pendant une grosse heure un petit point sur la manière dont les chercheurs d'un côté, les consultants de l'autre peuvent travailler ensemble. Et on va voir qu'il y a plein de cas d'usage super intéressants et très concrets. D'ailleurs, je demanderai à nos intervenants d'être à la fois concrets et courts dans leurs réponses. Je sais qu'il y a quelques bavards autour de la table, donc je serai là pour faire aussi le timekeeper. Alors, je présente quand même nos différents intervenants, même si vous avez leur nom. Donc, Olivier Badeau. Bonjour, professeur et directeur scientifique de la chaire ESCP Bearing Point Retail 4.0. Je fais d'abord les professeurs d'un côté. D'ailleurs, vous noterez que voilà, chacun s'est mis de son côté. Je suis l'ONU, moi, ce soir. Il y a Antonin Ricard aussi à ma gauche, donc à ma droite pour vous, qui est directeur à l'IE Marseille Université et responsable de la chaire Légitimité entrepreneuriale. Et puis donc du côté des consultants, tout de suite à côté de moi, Anne Riesacher, qui est associée chez K-Partners. Pierre Gédalge, qui est senior partner chez Tasman et membre du jury du prix académique Syntec. La remise des prix, c'est pour 17h, c'est tout à l'heure. Et enfin, j'oublie personne, Frédéric Petitbon, associé chez PwC et président du jury académique Syntec, dont j'ai aussi l'honneur de faire partie comme membre depuis quelque temps. Mais ça, pour les résultats, suspense, hein, c'est le teaser, il faudra attendre, je crois, 17h et quelques pour avoir les résultats. Entrer sans frapper, ou frapper sans entrer. Alors, pour commencer notre débat, et ça ne sera pas une confrontation, mais bien une concertation, et on va voir tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est quand même intéressant de rentrer quand même sur le titre que nous a proposé la FNEJ pour cette conférence. Qu'est-ce qui différencie quand même, dans leur quotidien, le travail du chercheur et du consultant? Est-ce que c'est des questions de démarche, de modèle économique, de sensibilité au temps? Peut-être Anne, pour commencer? Vous m'entendez? Oui. Peut-être juste avant de parler de ce qui différencie, et la discussion qui a eu lieu tout à l'heure me conforte dans cette idée que les enjeux auxquels on est confronté ici et maintenant sont tellement forts, importants, les ruptures sont tellement complexes à comprendre que je crois qu'on a vraiment besoin des intelligences de tout le monde et des approches de tout le monde. Le but, et j'espère, de cet échange, c'est justement de trouver ces synergies-là. Sur ce qui nous distingue, et de premier abord, ce qui nous distingue, je pense, c'est plusieurs choses. Déjà, la méthodologie, la manière de travailler. Alors, quand on parle vraiment de recherche, donc je pense à toutes les personnes qui font des thèses, des contracifres, voilà, donc c'est-à-dire du temps long. Je pense que c'est déjà ce premier élément, c'est la question du temps. Et le temps, c'est plutôt un aboutissement, c'est plutôt la conséquence que la cause. Pourquoi? Parce que pour travailler en mode recherche dans une thèse, c'est très académique. Donc, il y a tout un protocole très rigoureux, très rythmé, où on cherche à savoir si d'autres ont trouvé des réponses à la question posée, si on récolte des données, une approche scientifique, etc. Et tout ça prend du temps. Dans l'entreprise, on n'est pas dans ce rythme-là et pas dans cette approche-là. On va chercher à répondre à une question d'un client ou répondre à une question plus générale d'une problématique. Et tout va être orienté sur ce point-là. Il y a un deuxième sujet, je trouve, qui diffère, c'est ce qu'on produit. Dans le cas d'une recherche, on va produire un livrable très documenté, très précis, dans le cadre qui répond justement au protocole qui était demandé. Dans le cadre du projet du conseil, il y a plein de livrables possibles. Il y a la réponse à la question, mais il y a aussi des évolutions de comportement chez nos clients. Il y a aussi des effets qu'on produit sur les équipes. Donc, c'est très divers, très variable. Donc, on n'est pas sur les mêmes résultats, d'une certaine façon, concrets et opérationnels. Et puis, je terminerai peut-être sur tout simplement la finalité. La finalité supra, c'est de répondre à nos enjeux. Nos enjeux, là, ici et maintenant, comme je le disais, qui sont en plus très complexes. Mais la finalité d'un projet ou d'une recherche, c'est probablement, dans le cas de la recherche, de
répondre à une question, d'apporter de la connaissance à un corpus qui est un corpus de réflexion sur ce sujet. Quand dans le métier du conseil, nous, on va chercher à apporter en premier lieu une réponse à un client ou à un groupe de clients ou à un sujet extrêmement concret sur une grosse problématique. Merci, c'est clair. Antonin, peut-être en mode réaction, moi j'ai souvenir des intervenus, et c'est un rebond de ce que vient de dire Anne, à une conférence de la FNES, je crois que c'était à Strasbourg en 2012, où il y a eu le débat à un moment donné, une présentation par un professeur d'une étude faite sur les écoles de commerce, donc c'est intéressant, et à un moment donné, mais quelles sont vos recommandations? Et le professeur avait dit, ah, mais nous ne sommes pas là pour faire des recommandations, nous sommes des chercheurs, pas des consultants. Donc, est-ce que c'est aussi une perception que vous avez sur ces écarts? Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, pour répondre à la question, je vais peut-être rebondir sur deux éléments qui ont été abordés lors de la table ronde précédente. Le premier élément, il avait été proposé par Vanessa Serré qui expliquait qu'il fallait éduquer à la démarche scientifique. Et je pense que c'est un bon point d'entrée pour répondre à cette question, à savoir que cette éducation-là, elle nécessite un process qui est particulièrement impactant sur la manière dont on aborde une problématique, une question de recherche et une réponse scientifique à cette question-là. Donc, toujours pour rebondir par rapport avec ce qui a été énoncé précédemment, je cite cette fois-ci Christophe Germain, qui expliquait que l'objectif premier d'un travail de recherche, c'était de développer une rigueur et une approche pertinente d'une réponse à une question de recherche. Et donc, peut-être pour reprendre un petit peu plus sur cette question de processus de formation à la recherche, une thèse, c'est entre 3 et 5 ans, on va dire, de réflexion sur un sujet vraiment très, très précis. Et donc, il y a une approche extrêmement analytique qui est nécessaire pour apporter cette réponse-là. Et je pense que cette approche-là a tendance à détacher en fait le chercheur de son terrain. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je suis responsable scientifique de la chaire légitimité entrepreneuriale. On est 25 à travailler sur la thématique de la mesure et de l'impact de la légitimité entrepreneuriale. Et on a cherché des chercheurs Ça tombe bien. c'est dans l'air, pour participer à une université d'été sur la légitimité entrepreneuriale. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une approche un peu hybride dans laquelle enseignants-chercheurs et entrepreneurs se retrouvent sur un même lieu pour réfléchir sur la problématique de la construction de la légitimité, etc. Et on a trouvé énormément de chercheurs qui étaient vraiment à un très, très haut niveau de théorisation, qui nous disaient, mais nous, parler avec des entrepreneurs, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est théoriser. Ce qu'on veut, c'est réfléchir au contexte dans lequel la légitimité émerge, à quelles sont ses différentes dimensions. Mais en fin de compte, l'échange avec l'entrepreneur, c'est quelque chose enfin, bon, ils n'ont pas dit évidemment comme ça, mais qu'on va fuir, quoi. Donc, le processus de formation à la recherche, il est vraiment complètement opposé en fait, au processus de formation d'un consultant, et il peut avoir tendance, alors je grossis le trait évidemment, mais à éloigner en fait, du terrain. Et quand on parle de pertinence, parfois on a tendance à parler de pertinence de cadre théorique, d'insertion dans une littérature, et finalement la partie vraiment applicative, elle peut se retrouver en toute fin de thèse et donc être relayée vraiment comme un élément marginal, on va dire, du travail de thèse. Exemple très concret. Olivier, votre approche par rapport à ces différences, Anne, par exemple, parlait du temps comme un élément de différenciation. C'en est un pour vous aussi? Oui, alors je vais faire comme mon camarade Aurélien Acquier, je vais analyser les objets. Donc permettez-moi d'analyser l'objet temps de la recherche. Et je crois que... Vous êtes bien chercheur. Oui, bien sûr, on a des réflexes. En fait, il y a le temps de la recherche, et évidemment cette question de la compatibilité entre le temps du conseil et le temps de la recherche va aussi dépendre des protocoles qu'on utilise. Si je distingue 3 types de protocoles, un protocole très positiviste que vous avez évoqué, un protocole plus empirique qu'on appelle interprétativiste dans notre jargon, et un protocole de recherche-action, on ne va pas avoir les mêmes temporalités.
Le protocole positiviste, évidemment, alors surtout qu'en plus, il s'enchaîne, c'est pas une seule recherche, c'est toute une série de recherches faites d'ailleurs par différents chercheurs qui s'enchaînent par des tests d'hypothèses, des réfutations, etc., en vue peut-être un jour de produire une loi scientifique. Là, c'est clair, et vous l'avez très bien dit, il y a clairement un décalage de temporalité. Un protocole empirique qui va consister, lui, non pas à partir d'une revue de la littérature, mais aller directement sur le terrain pour étudier ici et maintenant un certain nombre de phénomènes, bah, lui peut produire des résultats empiriques qui sont intéressants. Je vais prendre deux exemples de doctorantes que j'ai dirigées. Le premier, c'est une doctorante qui a fait, parce que j'ai une vieille tradition de collaboration avec le cabinet de conseil ou avec les entreprises, notamment pendant 7-8 ans, on a collaboré avec Unibail, aujourd'hui Westfield, et c'est une doctorante qui, dans le cadre de cette collaboration, a fait sa thèse doctorale, sa recherche doctorale, sur une comparaison très empirique, même si après elle induit un certain nombre de choses qu'elle compare à la littérature, sur 30 centres commerciaux dans le monde, en Argentine, au Brésil, au Royaume-Uni et en France. Là, on a trouvé des choses au fur et à mesure qu'elle investiguait avec des protocoles rigoureux empruntant à l'ethnographie ces centres commerciaux, on produisait un certain nombre d'enseignements qui étaient utiles à une entreprise comme Unibail. Une autre doctorante qui a soutenu il y a quelques années, 3-4 ans, elle a fait, alors c'est aussi dans le cadre d'une collaboration là avec les chambres de commerce, elle a fait sa recherche doctorale sur l'étude approfondie d'une 50aine de dispositifs digitaux pour les centres-villes, appelons ça des plateformes digitales pour revitaliser le commerce et autres. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle a pu produire un certain nombre de choses à ce point qu'elle avait été engagée alors qu'elle avait des propositions dans le monde académique par une entreprise du secteur. Donc, vous voyez, on ne sait pas les mêmes temporalités en fonction du protocole. Et si je prends le troisième protocole, que je connais moins, mais que mon camarade, le professeur Laroche, connaît bien, qui est la recherche-action, c'est-à-dire que la recherche-action, elle va produire au fur et à mesure des choses, puisque en plus, le chercheur ou la chercheuse se trouve dans la situation de l'entreprise à tester et puis rediscuter ce qu'il teste, etc., en collaboration avec les professionnels, les praticiens avec qui il travaille. Donc voilà. Quand on analyse l'objet tant de la recherche, on voit qu'en fonction de la nature du protocole, on n'a pas les mêmes types de compatibilité. C'est très clair. Pierre, comment tu réagis par rapport à tous ces échanges sur la confrontation entre les deux? Sur le temps, même s'il a été évoqué là, ces différents cas qui ne donnent pas les mêmes durées, même compatibilité, moi, ça fait penser à une anecdote en tant que membre du jury. C'est-à-dire que souvent, on a été amené à se dire au fil des années, mais attendez, on est en train de lire un document qui a été écrit il y a 5-6 ans, parce que les processus de validation, de publication, de recherche, etc. Et donc, quelquefois, ça nous a amené quand même à quelques questionnements en nous disant, mais est-ce que ce qu'on lit est encore pertinent? Alors après, il y a eu des cas, 1 ou 2 cas, on s'est dit, il y a quand même vraiment un sujet, parce que quand on lisait un article sur, je ne sais plus, les outils de communication en entreprise, etc., publié pendant le Covid, mais du coup écrit avant le Covid, donc ne tenant pas compte du Covid, du télétravail, etc. On s'est dit, bon, l'article, on peut le jeter à la poubelle, enfin, il est obsolète. Alors là, c'était un cas extrême, mais du coup, ça nous a quand même poussé à changer de règlement et à essayer de garantir une fraîcheur minimale des articles, puisque, bon, évidemment, avec notre regard très tiré sur l'opérationnalité, voilà, pour s'appuyer sur des choses. Donc, voilà, ça m'évoque ce point-là. Et après, peut-être aussi une différence assez évidente, c'est-à-dire c'est notre grille de lecture, puisqu'on essaie de faire ça sérieusement, donc on a une grille de lecture et de notation des articles et des livres, et évidemment il y a le côté justement actuel et opérationnel, puisque que ce qu'on cherche, c'est des éléments qu'on va pouvoir réinjecter dans nos missions qui ont plutôt un horizon de temps relativement court, et voilà, on a ce regard-là. Et après aussi, le dernier point qui, moi, me marque à chaque fois, mais on voit que les consultants et les chercheurs n'ont pas eu la même formation et n'ont pas tout à fait le même métier, c'est le côté, je ne sais pas comment l'appeler, pédagogie. C'est-à-dire qu'un consultant, enfin moi, c'est ce que je dis à nos équipes, c'est bien d'avoir des bonnes idées, mais si vous n'arrivez pas à les faire passer à vos clients, vous pouvez jeter vos idées à poubelle, aussi pertinentes soient-elles. Donc, il y a un job d'accompagnement, de transformation, etc. Et alors ça, je pense que c'est modérément la faute des chercheurs, mais le cadre que je connais mal, mais à force de lire les articles extrêmement normés des revues, je dirais, impose une manière de faire, une manière d'écrire, etc., qui ne pousse pas du tout vers ce côté opérationnel, ou même, ça, ce n'est pas forcément gênant, mais transmettre quelque chose, expliquer.
Et ça, c'est quelque chose de marquant pour des consultants. J'espère que les chercheurs sont quand même aussi un petit peu pédagogues. Je sens qu'Olivier voulait réagir sur ton premier point. Non, je voulais rebondir sur la pertinence des théories par rapport à des phénomènes d'actualité. Il faut aussi bien regarder ce qu'est une théorie. François Perroux disait « peu de théories éloignent de la réalité, beaucoup y rapprochent ». Je vais vous prendre un exemple très concret. En 98, le directeur de l'ESCP à l'époque décide de créer le premier master e-business. C'était en France, donc il me charge de cette création. On l'a monté avec l'ESCP, l'Université d'Ottawa, où j'étais encore en poste à l'époque, et c'était un défi total. On récupérait d'ailleurs beaucoup d'étudiants ingénieurs qui, pour la plupart, allaient travailler dans les cabinets de conseil. On n'avait à peu près aucune idée de ce qu'était le e-business à l'époque et le e-commerce. Et j'ai eu ce réflexe très pérousien de dire on va revenir aux fondamentaux théoriques. Alors, je vais prendre 3 exemples pour ne pas embêter personne, mais qui sont des choses qui sont encore d'une très grande actualité aujourd'hui. La cross-cadalité, elle est théorisée à la fin du 19e siècle. C'est la problématique des relais, de la vente à distance, avec Sears, etc. Tout est à peu près dit sur les problèmes de multicanalité et de cross-canalité autour de la théorie des externalités positives ou pas à la fin du 19e. La crowd logistique, c'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui être en Asie et autres, des moyens beaucoup plus efficients pour la logistique urbaine parce qu'on la décentralise à l'extrême à des particuliers au lieu d'avoir des modèles verticaux de logistique, etc. C'est les années 50 avec la théorie de la variété requise d'Ashby, c'est à peu près théorisé, on sait à peu près tout sur les modèles économiques, ça, comment ça fonctionne. L'économie des plateformes aussi et la relation notamment entre les fournisseurs et les plateformes. Je me suis amusé dans un ouvrage qui a été publié l'année dernière en hommage au professeur Filzer, le mélange pour les professeurs Filzer, le dernier papier, c'est de reprendre ces travaux fondamentaux. Ça nous renvoie à Nancy, je pense notamment le professeur Camille, ça nous renvoie là, ces travaux fondamentaux dans sa thèse, c'est fin des années 80, et j'ai repris la plupart des travaux qui signalaient, etc., qui étaient évoqués là-dedans, pour lire les problématiques très, très actuelles. La chaire s'appelle Retailing 4.0, donc on a publicité, et il n'y a rien n'est mauvais, c'est-à-dire tout fonctionne très bien, et on se rend compte que l'économie des plateformes, elle est à peu près réductible aux travaux de Bucklin, l'économie politique des canaux des années 60. Donc ça veut dire, pour synthétiser, que souvent il y a une incompréhension sur ce que sont des théories. Et je pense effectivement ce que disait Perroux, peu de théories éloignent de la réalité, beaucoup y rapprochent. C'est-à-dire qu'une chose, c'est de prendre des papiers effectivement de moyenne portée qui sont publiés. Autre chose, c'est de revenir à des théories fondamentales qui ont quand même vertu à être universelles. Et on se rend compte qu'on peut lire, au lieu de réinventer la roue, beaucoup de phénomènes actuels par ces grandes théories. On voit qui est le bavard autour de la table. Non, par contre, je pense aussi dans le point de pierre pour partager dans le jury, c'était aussi le fait des fois on avait des papiers en 2022 sur des bases de données datant de 2011. Et c'était ça aussi le point, c'est-à-dire que c'est pas tant la théorie qu'on remet en cause, c'est que les données étudiées avaient plus de 10 ans, et quand on parle de numérique, c'est vrai que c'est un peu plus ancien, même s'il y a eu d'excellents papiers sur des données qui s'étalaient sur 30 ans, c'est aussi intéressant parce que ça donne une vision historique. Frédéric, quand on préparait cette table ronde, tu me disais qu'il y a un sujet sur lequel tu voulais absolument en parler, mais je pense qu'il faut expliquer aussi à tout le monde, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant du concept, et puis c'est une bonne transition vers plus de convergence entre chercheurs et consultants, c'est la notion de full RSE, d'entreprise full RSE. Oui, donc c'est un exemple de cette démarche qui vit depuis 3 ans. Non, ou alors plus proche. Non, il est éteint. C'est bon. C'est bon. Donc, une démarche qui vit depuis 3 ans, entreprise full RSE, démarche multi-acteurs, c'est une douzaine d'associations professionnelles de la NDRH, l'AMRAE, c'est 100 entreprises, c'est l'Institut d'entreprise et c'est bien sûr la FNEJ. Et donc là, ce qu'on a construit, c'est un lieu de confrontation sur à quoi ressemblera l'entreprise quand elle sera full RSE. Et l'idée étant de réfléchir, non pas de manière globale, mais très concrète, fonction par fonction, les finances, les RH, la supply, en faisant se confronter les professionnels d'entreprise, les académiques, on avait 3 chercheurs par séance, les consultants et les gens de l'association professionnelle. Et l'idée, on s'est projeté sur 2030, à quoi ressemble l'entreprise en 2030, et on travaillait sur la base de scénarios contrastés sur cette entreprise, les scénarios contrastés étant apocalyptiques, l'un un peu moins le deuxième et un peu plus le troisième, mais ça veut dire quoi non seulement pour l'entreprise, mais pour la fonction. Et le point de confrontation, c'était de faire échanger non pas l'un après l'autre
des chercheurs, les consultants, le monde académique, mais les faire se confronter sur le même sujet, avec toutes les surprises d'inquiétudes très fortes des entrepreneurs, parfois de découvertes de la part de chercheurs d'éléments de réalité qu'ils n'avaient pas en tête. Il y avait effectivement un point de confrontation là qui était tout à fait puissant et qui fonctionne depuis 3 ans. Ah, mais cette confrontation, ils débattaient ensemble, ou c'était des jeux de rôle, ou c'était des scénarios? Sans rentrer dans le détail, mais qu'on comprenne un peu la nature de la confrontation. C'était 3 scénarios contrastés, et pour chaque scénario, je me projetais, moi, directeur financier, sur quelle vision j'ai de la fonction finance demain, qu'est-ce que j'aurai comme compétences, qu'est-ce que j'aurai comme mode de suivi, quels sont les métiers qui vont disparaître, comment on va interagir avec l'extérieur ou autre. Ça veut dire quoi, bien sûr, d'un point de vue de carbone. Donc, on avait là aussi toutes les inquiétudes sur le sujet, mais pas que. Et bien sûr, les inquiétudes sur le business model, qui était un des points qui a fait respirer doucement un certain nombre de dirigeants de l'entreprise, en voyant que ce qui était indiqué dans leur stratégie de transition carbone était parfois effectivement un peu court quand c'était mis en confrontation avec le point de vue des académiques. D'accord, donc très en lien avec la précédente table ronde aussi. Merci, je pense que c'est un bon cas où c'est une confrontation, mais qui se veut positive, puisque ça permet de mettre en avant certaines tendances. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle aussi des sujets positifs, même si ça a déjà été évoqué quand même, hein, de véritables convergences entre le métier des chercheurs, leur environnement, leur écosystème, et celui des consultants. J'ai envie de dire, est-ce que de toute façon, si on est basique, est-ce que le premier point de convergence, ce n'est pas les étudiants déjà, Anne? Est-ce que ce n'est pas à la base le point de convergence entre les deux mondes? Je ne sais pas si... Oui. Bien sûr, les étudiants, et j'ai envie de dire, à travers les étudiants, le fait que dans la recherche, ils se forment, dans le conseil aussi. On dit toujours que le conseil, c'est une école extraordinaire, je confirme, c'est une école extraordinaire. Donc, c'est les jeunes, par nos missions aussi, de les former. Ça, c'est le point commun. Et puis par l'emploi qu'il y a derrière. Nous aussi, on les emploie, vous aussi, vous les employez. Donc, il y a quelque part aussi voilà, créer de la valeur vis-à-vis des jeunes sur ce qu'on leur propose. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi plein d'autres points de convergence. J'ai envie de citer un qui concerne le rôle du cabinet de conseil là-dedans, c'est qu'on a une place un peu particulière quand même dans cet écosystème entre la recherche et les entreprises. On est un terrain de jeu et d'observation immense, en fait, puisque on voit énormément de cas, énormément de gens, énormément de secteurs. Et justement, je trouve que s'il y a un lieu de convergence entre la recherche et l'entreprise, c'est bien le conseil, qui peut justement jouer ce rôle de, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, de formation aussi, de diffusion dans les entreprises. Parce qu'au travers de nos missions, on est des accélérateurs, je pense, assez puissants pour diffuser des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouvelles approches et les matérialiser dans l'entreprise. Alors pour les jeunes, puisque vous me posez la question sur les jeunes, c'est merveilleux, mais c'est aussi pour les autres. Jeunes et moi jeunes, parce que je pense qu'on a tous connu, en tout cas, des consultants dans nos cabinets, des fois des jeunes qui étaient d'abord consultants, qui après faisaient une thèse. J'en ai même des anciennes chez nous qui sont profs aujourd'hui dans l'université. Donc, on peut avoir cet effet d'aller-retour. Olivier, pareil, les étudiants comme terreau commun. Oui, alors, bon, moi, je vais prendre l'exemple de la chaire, parce que la chaire, elle irrigue aussi les cours. Je suis désolé, Jérôme faisait la promotion des ouvrages de la FNEL. Je vais faire la promotion de la chaire Bearing Point. Allez-y. C'est un hasard total. Non. CP. Oui, CP, Bearing Point, bien sûr. Non, les chaires irrigants, parce que les 3 piliers sur lesquels s'inscrivent les chaires, c'est à la fois la recherche, qui est un peu la base, mais elle-même irriguée par le travail avec les partenaires. En l'espèce, là, c'était Bearing Point après Leclerc, dans le cadre de la chaire que je dirige à l'ESCP. Ensuite, c'est effectivement tous les événements de transfert avec les praticiens, etc. Et puis, c'est les cours. Et là, on voit, il y a une énorme différence. C'est-à-dire que l'irrigation, alors par la chaire en général, mais en particulier par les partenaires, et en l'espèce, je suis désolé de le dire, mais par le très haut niveau des consultants de Bearing Point qui sont tous intervenus sur des sujets différents, touchant au commerce, au luxe, à la consommation et au digital. Bon, c'est vrai que c'est votre spécialité, donc c'est clairement là-dessus. Je veux dire, c'est un apport ajouté pour les cours. Alors là, je parle plus des étudiants que des chercheurs. On parle vraiment des étudiants. Ça a été un apport ajouté pour les cours associés à la recherche considérable, évidemment en créant derrière des vocations. C'est évidemment l'intérêt de la synergie.
Tout à fait. Antonin, après tout, dans nos deux métiers, c'est des métiers de profession intellectuelle, professionnels du savoir, pour reprendre l'intitulé de certains chercheurs. Est-ce que ce n'est pas justement cette dimension résolution de problématiques qui fait partie de questionnements, qui fait partie des points communs, des convergences entre les deux? Oui, tout à fait. C'est effectivement une partie de la réponse. Peut-être pour prolonger sur ce qui était énoncé sur la première partie, donc sur les divergences, le processus de recherche, ça peut être un processus qui mène à beaucoup de frustration. Parce que justement, il y a cette dimension utilité qui est pas forcément prégnant dès le début, parce qu'on doit, en début de thèse, on commence par lire un article par jour, parce qu'au début c'est long, 2 articles, 3 articles, 4 articles, etc. Donc on finit en fin de thèse avec 200, 250 articles qui ont été lus. Et donc c'est un processus qui peut paraître un peu stérile et un peu loin de l'objet étudié. Et donc cette frustration-là, elle donne naissance à d'autres objets. Et je pense qu'effectivement, les chairs, c'est un des objets magnifiques pour allier cette dimension, on va dire, production de connaissances scientifiques, dimension intellectuelle du métier et utilité directe. Et notamment, je pense que c'est d'autant plus vrai quand il y a une alliance entre une chaire de recherche et un cabinet de conseil, où on a une diffusion des connaissances qui est beaucoup plus rapide que dans d'autres types de chaires, dans lesquelles on voit immédiatement l'utilité de la recherche. Je me souviens quand j'ai fait mes études en sortie d'école d'ingénieur, les professeurs de stratégie nous expliquaient que les cabinets de conseil étaient en compétition avec le milieu académique et que les cabinets de conseil avaient développé des outils qui étaient employés par le milieu académique, mais qui finalement n'étaient pas légitimes dans le sens où c'était des objets qui n'étaient pas issus de la recherche scientifique. Mais bon, ma foi, ils avaient fait leurs preuves, donc on les enseignait quand même. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup d'outils qui sont employés dans les cabinets de conseil qui ont émergé de la recherche. Je pense au Blue Ocean Strategy ou encore les travaux d'Osterwalder et de Pigneur sur le business model Canvas. Donc, on voit qu'il y a une porosité en fait entre les travaux scientifiques des chercheurs et puis les travaux des cabinets de conseil. Et je pense que c'est la complémentarité et l'utilité réciproque, on va dire, à la fois des cabinets de conseil et de la recherche qui s'expriment en fait aujourd'hui. Et peut-être aussi qu'il y a une dimension qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui est la dynamique dans laquelle on est. On fait face à beaucoup de transitions en ce moment, transition environnementale, transition politique, transition démographique, transition numérique. Et donc, ça crée un environnement qui est extrêmement dynamique. Et aujourd'hui, pour répondre aux problématiques de cet environnement-là, on peut plus. Alors, on a une approche interdisciplinaire, mais je pense qu'il y a aussi une approche complémentarité entre cabinets de conseil et chercheurs. Pierre, tu vois cette porosité, cette complémentarité dans le cadre aussi de ton travail? Oui. Peut-être un petit clin d'œil sur la frustration. Ça, j'y avais pas réfléchi, mais pour rassurer les chercheurs, les consultants peuvent parfois aussi être frustrés, même s'ils sont très proches du terrain, etc. La capacité à mouvoir un client n'est pas toujours totalement au rendez-vous. Donc, ça fait un point commun de plus entre chercheurs et consultants, une certaine frustration parfois malgré tout. Oui, la porosité, c'est clair. Je pensais au fait que je pense que les consultants, de manière générale, sont assez friands de, je sais pas, les boîtes à outils, enfin, des choses qu'on vient piocher en fonction des contextes, des besoins. D'ailleurs, au sein même d'une mission, les choses peuvent évoluer. Et donc, je trouve que le monde académique, de manière très concrète, est fournisseur de ces outils-là. Alors parfois avec des théories, comme on l'évoquait tout à l'heure, je dirais de fond sur lesquels ça offre vraiment un framework de pensée qui est utile. Parfois des choses beaucoup plus terre à terre. On lit des articles de management qui parfois dont le produit est la création d'un modèle pour analyser tel ou tel changement ou autre, etc.
où on se dit tout de suite, mais c'est génial, je l'emploie demain. On avait eu là des discussions lors du dernier prix sur la conduite du changement, un peu des différences de théorie, etc., qui étaient avec justement le regard d'un chercheur qui nous a quelque part éclairé d'une manière assez différente sur la manière dont on avait perçu un article. Et c'était extrêmement enrichissant. Je le réutilise demain en séminaire pour un client. Donc, je dirais la porosité est évidente. Et alors, peut-être la difficulté, c'est voilà, de trouver les outils. Enfin, je veux dire, le champ de recherche étant infini, la boîte à outils, voilà, il y a de quoi la remplir indéfiniment. Donc là, il y a peut-être une difficulté à trouver et à faire la différence entre les choses vraiment pertinentes qui vont durer, les choses peut-être un petit peu anecdotiques. Mais c'est une source formidable, effectivement, d'outillage. Je sais pas, le terme est peut-être pas très valorisant, je ne sais pas, mais... C'est pas grossier, puis c'est vrai que boîte à outils, on l'utilise quand même pas mal. Frédéric, toi qui travailles beaucoup sur les sujets notamment organisationnels, je pense que tu profites plein de ces outils, de ces bonnes idées, de ces bons concepts. Oui, et en même temps, quand je regarde mes collègues consultants, ils sont très nombreux à vivre très bien sans la moindre connexion avec vos travaux. Soit parce qu'ils sont très bons d'un point de vue relationnel, parce qu'ils sont dans la mise en œuvre de méthodes, soit parce qu'ils sont contents avec ce qui leur est produit par le global, comme on dit souvent dans nos métiers, ce qu'on a comme réflexion d'ensemble portée par tel ou tel consultant. Donc, je vois quand même beaucoup de mes collègues qui vivent heureux, pas forcément toujours de manière extraordinaire, parfois de manière très efficace, sans connexion avec le monde de la recherche. Et le point sur le sujet de l'organisation, je pense vraiment que ça se travaille. Ça se travaille dans ces dispositifs. C'est effectivement, c'est des chairs, là, qui obligent à confronter, qui peuvent être extraordinairement puissantes. Ces dispositifs comme le prix dont on parlera plus tard, qui obligent la confrontation. C'est des dispositifs comme celui dont je parlais pour l'entreprise Full RSE. Mais je suis frappé que si on ne fait pas un vrai effort pour organiser ces échanges, on peut en tout cas, nous du Conseil, être très heureux et parfois heureux et efficaces avec plein de limites. Donc effectivement, Mais d'après toi, c'est une question de méconnaissance, tout simplement parce qu'une fois qu'ils sont sortis de l'école, ils sont contents de plus y retourner, ou c'est une question de génération, peut-être les plus jeunes. C'est une question de logique de métier. On a des consultants, c'est ce que je dis parfois, mes jeunes consultants, des vieux consultants qui ont tout lu et qui sont très mauvais consultants, parce qu'ils ont une pédagogie médiocre là-dessus. Et j'ai des consultants qui ont un relationnel extraordinaire, qui sont capables de très bons dans leur métier, notamment quand il s'agit de mettre en œuvre quelque chose qui ne demande pas une réflexion extraordinaire, sans avoir du tout cette recherche. Donc, je pense qu'on a vraiment deux logiques différentes, qui est bien sûr avec toutes les nuances selon le type de sujet. Est-ce qu'on a une réflexion stratégique? Là, oui, bien sûr. Est-ce qu'on est en innovation? Là, oui, bien sûr. Mais en tout cas, si on ne travaille pas les dispositifs organisationnels, on a de très fortes probabilités de fonctionner en silo dans nos métiers. Et puis dans le conseil, il y a quand même ce que tu disais, des métiers très différents. Hein. Il y a conseil et conseil, on n'ira pas plus loin. Je voudrais maintenant qu'on donne quelques exemples concrets, et puis après on laissera un peu de temps de parole à la salle s'il y a des questions, sur des exemples concrets de construction commune. Alors, on a 2 responsables de chaire, donc c'est peut-être aussi Olivier a un petit peu commencé à dévoiler le sujet, mais quelques exemples concrets de quand vous travaillez avec des consultants ou même des praticiens d'autres entreprises. Concrètement, ça marche comment? Donner des idées aux autres. Peut-être pour prolonger ce que je disais sur la question de la frustration, de l'utilité de la recherche. Donc, on a commencé à travailler avec le cabinet Myriagon en 2018, donc ça fait 5 ans. Donc, c'est un cabinet de conseil qui est localisé sur Montpellier. Et ils sont venus avec une question qui se posait sur comment est-ce qu'on accompagne mieux les dirigeants, les entrepreneurs. Et donc, ils nous ont confié cette question-là. Donc, ça nous a permis donc, de recruter quelqu'un pour donc un postdoc pour travailler sur cette question-là. Donc, on a organisé, donc on a travaillé sur un protocole de recherche, des entretiens avec
des différents dirigeants. Il y a le Covid qui est passé par là, donc ça a altéré énormément la thématique. Qui l'a rendu évidemment éminemment plus dynamique. Donc, on a organisé ensuite un certain nombre de restitutions. Donc, lors de ces restitutions, je discutais avec la dirigeante de ce cabinet de conseil et elle m'expliquait que le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça lui a permis de se sortir de son quotidien, de prendre du recul et de réfléchir davantage à la manière dont elle pouvait construire en fait ses réponses pour ses clients. Et donc, elle m'expliquait que ça avait beaucoup renforcé la rigueur en fait de son approche en tant que consultante et que le fait d'échanger avec des enseignants-chercheurs, ça lui avait permis aussi de voir d'autres horizons et d'avoir des réponses dans ses missions de consultation ou de son cabinet qui étaient beaucoup plus holistiques, on va dire, que ce qu'elle pouvait faire avant, quoi. Mais à contrario, pour nous, le fait de travailler avec un cabinet de conseil, ça nous a poussé dans nos retranchements. Au départ, on était sur une question dans la chaire légitimité entrepreneuriale qui était assez restreinte, qui était quelle est l'incidence de la légitimité entrepreneuriale sur la performance des entreprises à l'international. Donc, avec une approche qui est basée sur l'évaluation des discours qu'on va retrouver dans les médias sociaux et traditionnels, donc très technique. En fait, on a été rapidement frustré par cette question-là qui était quand même assez technique et on a voulu convertir en canvas. Donc, on a créé un canvas qui permet aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs dans la construction de leur légitimité. Donc, il y a vraiment eu je dirais un échange très vertueux entre cette capacité différente, on va dire, ce développement de compétences du cabinet de conseil et nous, notre approche de notre métier et de son utilité, de comment renforcer cette utilité-là. Et donc, on a développé un outil qui aujourd'hui vise à être développé dans les cabinets de conseil. Donc, on est en contact avec un certain nombre de cabinets de conseil qui sont en train de s'approprier l'outil, quoi. Alors, avant de dire 2-3 choses sur le fonctionnement très factuel de cette chaire ESCP Bearing Point, je voudrais dire l'apport que représente le cabinet de conseil pour la chaire. On l'a dit, enfin, ça reprend des choses qui ont été dites. Le ferment, c'est notamment sur les questions de recherche. Le dialogue constructif, créatif, etc., permet de générer des questions de recherche auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Évidemment, les chercheurs sont à la recherche de ça. Les moyens humains, l'expertise. On parlait tout à l'heure de l'expertise des consultants. C'est un apport considérable, pas simplement pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs. Les moyens financiers, l'intérêt des chaires, c'est ça. Alors, en plus, nous, on est dans un dispositif de défiscalisation, donc l'État, finalement, donnant moins de dotations en ex-ante, les donne ex-post. Les terrains, ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, les études de cas. Donc, je crois qu'il y a vraiment tous ces apports. Alors, ce que je viens de dire pour les cabinets de conseil, on peut l'élargir dans le cadre d'une collaboration de recherche aux entreprises. Dans les années 2000, je gérais le même dispositif, pas tout à fait, mais la même logique avec Unibail, sauf que ça n'était pas une chaire parce que ça n'existait pas encore, ce n'était pas défiscalisé parce qu'il n'y avait pas la fondation, mais enfin, c'était à peu près la même logique. Alors, comment ça fonctionne? Et pour prendre l'exemple un peu avancé, puisqu'évidemment, avec le temps, on a, en termes organisationnels, considérablement peaufiné, notamment les institutions comme les nôtres, les dispositifs. Donc, notre chaire, avec Leclerc d'abord, puis ensuite avec Bearing Point, comme je le disais, elle a 3 piliers. Donc, on a d'abord une production scientifique, donc des thèses de doctorat, avec des contrats doctoraux à la clé, des articles scientifiques, etc., publiés dans les journaux, enfin les fameux journaux à validation un peu différés, comme vous l'avez évoqué. Des ouvrages, on en a fait 4, dont les 4 ont été primés, en partie d'ailleurs par la FNEJ, mais pas seulement, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses, évidemment, le socle de recherche. Après, avec évidemment tout le continuum de la recherche, allant de la recherche la plus théorique. J'ai une de mes doctorantes qui a retravaillé sur les commis et plateformes LVD de chez Tyrol à Toulouse. C'est sûr que c'est un travail plutôt théorique. On a, comme je le montrais, des travaux plus empiriques. Après, il y a l'irrigation des cours, donc j'y reviens pas. Ça a été évoqué. Et puis, la troisième chose, c'est ce dialogue permanent que nous avons eu avec l'idée de créer. Alors, il y a eu différents événements, mais il y avait un événement récurrent qu'on appelle les petits déjeuners du commerce 4.0, dont l'idée était de faire dialoguer sur toute une série de thèmes qu'on avait identifiés ensemble comme étant des thèmes intéressants actuellement, voire pour le futur,
de ce secteur du commerce en mutation par les enjeux environnementaux et par le digital. Et ces petits déjeuners, on en a fait 48, plus 5-6 événements complémentaires, avec à chaque fois une préparation très affûtée, une parité chercheurs, consultants, témoins, des start-upers, des entreprises, etc. Un travail très en amont avec l'équipe de Bearing Point et nous pour vraiment que ce soit très travaillé. Et tout ça donnant lieu à donc, ces petits déjeuners, mais derrière les petits déjeuners, tout un matériel, des podcasts, des vidéos, des comptes rendus qui sert de base de référence, avec là aussi une intensité variable en termes du théorique à l'empirique, à ce point aujourd'hui, par exemple, que je pense aux agrégatifs, aux agrégés du secondaire, c'est devenu, pour ceux qui sont en technique de commercialisation, c'est devenu quasiment leur base principale de référence pour préparer le concours. Très clair, très, très clair. Autre exemple concret d'opération, le prix Syntec. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais expliquer, rappeler, je pense que tout le monde connaît le concept, et aussi, quel est l'intérêt de consultant de faire ce prix Syntec? Par contre, tu ne donnes aucun nom des lauréats, c'est confidentiel. Heureusement, j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup, le prix qui en est à ça, enfin, on vient de finir la 14e édition et donc la cérémonie de remise de la 14e édition. Donc, il y a un petit peu de vécu. Le principe est assez simple, c'est d'avoir une sélection d'articles de recherche en management. Donc, on travaille en 2 étapes. Un jury académique qui, quelque part, fait un premier filtre sur les articles qui sont de plus en plus nombreux au fil des années, le prix prenant un peu plus de visibilité et d'importance. On approche des 200 candidatures par an, c'est ça? Ouais, on dépasse, je crois, sur la dernière. Et ensuite, cette présélection, je dirais, arrive au jury, dont vous avez quelques membres ici, donc du monde du conseil, qui va analyser du coup avec un prisme sensiblement différent. Et on a aussi la même chose côté livre de recherche en management, avec là, cette fois-ci, une présélection par la FNEJ. Donc voilà, et je dirais sur l'intérêt, moi, à titre personnel, quand je suis arrivé il y a plus 7-8 ans, ayant des liens assez modérés avec le monde académique, je pense que j'étais un peu dans le cas du consultant heureux. Enfin, c'est même pas que j'étais heureux, c'était que j'étais même pas conscient du fait que je le consultant pas de a conscience, on va te le ressortir. Et du coup, c'est une source, c'est une richesse, comme je l'évoquais, c'est-à-dire de découvrir ou redécouvrir des choses, à la fois théorie de haut niveau, des choses plus pragmatiques, etc. Donc, c'est un enrichissement. Et je dirais au début, moi, j'ai même fait évoluer ma pratique. C'est-à-dire, au début, j'avais ma grille de notation, je notais les articles. Maintenant, j'ai rajouté une colonne en disant, OK, qu'est-ce que je retire pour Tasman, notre cabinet, en termes de théorie, en termes d'outils, etc. Et je organise un partage au sein du cabinet parce qu'il y a des choses, encore une fois, très concrètes en termes d'outillage au sens large. Et je dirais, on a aussi amélioré au fil du temps, je pense, le dispositif, puisque je dirais, à un moment, on lisait les articles qui étaient préfiltrés, mais je dirais, on restait entre consultants. Donc, on était un peu dans le monde des silos. Et donc là, il y a, je ne sais plus, 3 ans, je pense, ou peut-être un peu plus. Maintenant, des chercheurs qui ont été lauréats du précédent prix viennent nous présenter les articles. Et là, du coup, on a des discussions. On n'est plus qu'entre consultants. Et comme ça l'a montré la dernière fois, on a des débats qu'on n'aurait pas eu entre nous. Voilà. Et donc, voilà, ça, je pense que de manière extrêmement concrète, ça concrétise l'objectif initial, créer des ponts entre 2 mondes qui ne se parlent sans doute pas assez, tout simplement. C'est un bon exemple concret. Anne-Frédérique, dans vos expériences, est-ce que vous avez déjà eu, ou dans votre cabinet, alors pas vous personnellement, mais dans votre cabinet, le fait de prendre des prestations intellectuelles de chercheurs dans le cadre de missions? Est-ce que ça peut arriver? Moi, ça m'est arrivé, mais vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, Anne et Frédéric, oui, tout à fait, à vous deux. Anne, c'est bon. Anne et Frédéric. Voilà, d'accord. À vous deux, en fait. Est-ce que vous pouvez m'en dire la question? Oui, la question, c'est de savoir, est-ce que dans le cadre de vos missions, alors vous, le cabinet, vous est-il déjà arrivé de faire intervenir des chercheurs oui, tout à pour fait. une expertise, pour des données, des analyses, en sous-traitance, en expertise ou autre? Alors oui, puisque nous, on travaille pareil avec des chaires, la chaire des mines, la chaire de l'ESSEC, sur des sujets. Alors, ce n'est pas des contrachiffres longs, c'est vraiment des sujets, j'ai envie de dire, qui sont plutôt sur un temps de 6 mois,
des sujets de recherche qui aboutissent à des convictions et on les fait intervenir effectivement dans l'émission. C'est très cadré en général, très apprécié d'ailleurs de nos clients. Donc ça crée quelque chose de très positif. Mais indépendamment de ça, je voulais juste rajouter un point quand même. C'est que au regard des défis qu'on a à relever, au regard de tout ce qui arrive dans les entreprises et qui percute les modèles des entreprises, plus généralement, je pense que, et les entreprises le disent, et on le voit bien quand on a nos discussions dans le Syntec, elles n'ont jamais eu autant besoin de conseils, autant besoin d'éclairage, parce qu'il y a des fondamentaux qui sont ébranlés aujourd'hui. Et je crois que c'est le moment, c'est vraiment le moment d'ouvrir des nouvelles voies de coopération, mais sur des vrais sujets qui repensent des fondamentaux. Je pense par exemple aux matrices stratégiques qu'on a utilisées pendant des années, qui aujourd'hui amènent à des erreurs de raisonnement importants. Donc il faut qu'on repense c'est aussi les fondamentaux plus théoriques. Moi, je suis assez d'accord, il y a des fondamentaux théoriques qu'on utilise, mais je crois que c'est le moment de réellement se relever les manches là-dessus et réinnover parce qu'on est face à des enjeux qu'on n'a jamais vus avant et il faut inventer des nouvelles choses. Voilà. Merci Anne. Frédéric, pareil, des cas concrets d'usage? Oui, donc ce qu'on fait qui peut être très fun, pardonnez-moi, c'est effectivement de jouer, de faire un jeu de rôle dans des missions avec le point de vue du chercheur qui confronte et qui challenge avec une vision moins opérationnelle que le point de vue du consultant. Et quand c'est bien mis en scène, ça peut très très bien fonctionner parce que ça apporte des points de vue différents, de la contradiction, et une vraie plus-value pour le client. Et ça permet en plus d'avoir une prise de recul théorique que le consultant ne peut pas faire et n'est pas pertinent. Et encore un point qui marche bien chez nous, c'est de nous gratter sur nos pratiques de consultants même. Par exemple, sur la diversité, qui est bien sûr un sujet aussi pour nous, consultants qui sont trop souvent blancs, cravatés, avec une sociologie qui est assez normée. Donc là, le fait d'avoir des points de vue extérieurs qui nous challengent sur nos pratiques, sur nos approches, sur la manière dont on fait le recrutement, nous est vraiment, vraiment utile. Dans tes exemples, c'est des chercheurs qui interviennent en interne ou est-ce que tu les mets aussi face aux clients? Vis-à-vis du client, est-ce qu'ils apparaissent? Voilà, donc les deux, donc des missions vendues aussi parce qu'on montre une diversité d'une équipe avec une vraie prise de recul académique et des rôles affichés comme très, très distincts et des moments clés où ça se confronte ou met en échange. Et pour nous, où là, on a besoin d'avoir des points de vue extérieurs parce que nous sommes parfois trop homogènes dans notre mode de raisonnement. D'accord, c'est des bons exemples. Alors, avant de laisser quelques questions à la salle, parce que c'est bien aussi d'avoir une interaction, peut-être un tour de table de tous, alors dans l'ordre que vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que celles déjà évoquées qui peuvent faire sens dans une logique de convergence et construction en commun, pas forcément confrontation, entre les deux mondes? Oui, je peux peut-être commencer. Alors, moi, j'ai une idée très précise là-dessus parce que j'ai eu une expérience qui m'a marqué pour le reste de ma carrière académique, même si celle-ci n'est plus très longue. J'ai passé une demi-sabbatique, c'est-à-dire la moitié d'une de mes années sabbatiques, à l'Université d'Arkansas dans la chaire Walmart. Alors, je suis désolé, tout ce que je fais tourne un peu autour du commerce. Et évidemment, donc, le Sam Walton College, c'est peu connu, c'est la plus grosse dotation unitaire. C'est-à-dire que Harvard, Sloan, tout ça, on connaît bien, mais là, c'est la plus grosse dotation d'une seule entreprise. Walmart finance cette chaire dans cette université. Et donc, j'ai eu l'occasion de collaborer à différentes choses, notamment des expérimentations, mais au sens propre du terme, et en plus autour des technologies. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'usage du RFID, sur la gestion des stocks, sur la gestion du merchandising en magasin, le cross-selling, etc. Enfin bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire que je crois beaucoup à ça, parce que l'expérimentation, elle a une dimension très empirique. C'est-à-dire qu'on est capable, je sais que je suis très jaloux de Dancia, qui a, je ne sais pas si vous l'avez toujours, votre supermarché expérimental, qui a un supermarché expérimental, qui est très intéressant. Donc je crois beaucoup à l'expérimentation, d'abord parce qu'elle permet de produire des travaux de recherche oui, de façon assez robuste, avec des contributions à la fois très travaillées en amont, mais très empiriques, et en même temps, parce que c'est très empirique, on n'est pas sur des échelles de mesure, sur des échantillons de convenance, sur des variables qui ont été découpées, redécoupées et redécoupées, on est sur des choses très concrètes. Et
là, on voyait bien. Moi, je trouvais que à la chaire Walmart à l'Université d'Arkansas à Fayetteville, on voyait très clairement les apports. Par exemple, ils se sont rendus compte que le RFID sur le caddie, c'était quasiment impossible en essayant toutes sortes de choses. Puis finalement, à cause des liquides, du métal et autres. Et puis, 15 ans après, on est toujours sur les mêmes problématiques. Les questions qu'on a sur les magasins automatiques avec les caméras, ce n'est pas du RFID, mais c'est aussi des questions de brouillage de signaux. Finalement, ça avait déjà été théorisé à partir de ça. Exemple concret, effectivement. Antonin ? Oui, non, je voulais juste prolonger les propos d'Anne parce que je pense qu'effectivement, on est dans un environnement qui est particulièrement dynamique avec, comme je disais tout à l'heure, également des transitions vraiment à très fort enjeu à relever. Donc, à l'IEX Marseille, on est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc, on réfléchit à 120 dirigeants sur comment établir une feuille de route pour l'IAE plus respectueuse de l'environnement en tant qu'institution, mais également comment est-ce qu'on va être amené à mettre des étudiants dans les entreprises qui vont être porteurs de valeurs et d'impact positif pour la société. Et on a eu une présentation vraiment inspirante de Sophie Robert Vélu qui travaille à Expanscience. Donc, Expanscience, c'est un laboratoire médical un laboratoire qui développe des produits comme ceux de Mustela. Et donc, elle expliquait qu'en fait, ils étaient en train de repenser certains fondamentaux du modèle capitaliste tel qu'on le connaît. Et donc, ils ont une approche dans laquelle ils ne mettent pas de nouveaux produits sur le marché s'il y a déjà un concurrent qui a développé un produit qui est proche. Ils arrêtent la production de lingettes parce que ça pollue trop, alors que c'est 20% de leur chiffre d'affaires. Ils ont un objectif de croissance qui est à 0. Donc là, la question se pose, comment est-ce que nous, on enseigne ces nouveaux modèles à nos étudiants? Alors, je ne dis pas que c'est un exemple, je ne dis pas que c'est dans toutes les entreprises pareil, mais les étudiants vont être confrontés à des situations à l'avenir dans lesquelles il va y avoir des décalages entre ce qu'ils apprennent en cours et ce qu'ils voient dans les entreprises, dans un sens comme dans l'autre. Donc, ils doivent développer une forme d'ambidextérité dans laquelle ils sont capables de prendre de la distance vis-à-vis des modèles qu'on enseigne, qui vont peut-être être trop capitalistiques dans certains cas pour certaines entreprises ou à l'inverse, pas du tout pour des entreprises qui ont des approches ultra vertueuses. Et donc, je pense que pour arriver à développer les compétences de nos étudiants pour s'adapter dans ce nouvel environnement-là, il faut vraiment qu'on soit capable d'être au plus près des entreprises. Et je pense que le cabinet de conseil, c'est un bon levier, un bon outil, on va dire, pour arriver à cette fin. Merci, c'est très clair. Madame, messieurs les consultants, quelles sont vos bonnes idées innovantes? D'autres types de coopération, de construction en commun? Si c'est très innovant, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait quand on est dans une de nos chaires. Justement, on est avec des entreprises, les chercheurs et le cabinet de conseil autour de la table. Donc ça produit des super idées. Et maintenant, quand on recrute des consultants, on en recrute pas mal, on leur fait faire des parcours, y compris à l'intérieur de ces sessions. On travaille avec les chercheurs de la chaire et ils contribuent à produire les idées. Et je trouve que ça donne quand même des choses assez puissantes. Voilà, ça, on fait 3 en 1, j'ai presque envie de dire. Parfait. Pierre, Frédéric, Pierre? Non, nous, je pense que c'est peut-être le recrutement, ou en tout cas le fait de travailler plus avec des chercheurs. Enfin, on évoquait quelques points concrets, cher, etc., le prix Syntec, mais nous, on l'a aperçu, on a un peu diversifié notre recrutement à une époque. Enfin, il y a 15 ans, on était tous ingénieurs, masters spécialisés de telle école, etc. Donc, c'était extrêmement homogène. Et puis, on s'est mis à recruter des coachs et ceci, cela, et on voit la diversité, la richesse qu'apporte. C'est ce que tu disais, Frédéric. Moi, je suis toujours encore incroyablement étonné quand je discute avec un coach de la manière complètement différente dont on va aborder le sujet d'un client, etc. Et donc, rajouter encore comme ça des points de vue avec notamment des chercheurs. Bon, ça, pour moi, c'est vrai que c'est une source de richesse qu'il faut qu'on développe, c'est clair. Peut-être encore une idée qui est nous sommes très nombreux consultants à intervenir comme enseignants, comme chargé de quelque chose dans vos écoles. Et j'ai l'impression que c'est sous-exploité dans
dans la mesure où c'est des insiders qui peuvent être mobilisés pour aider à faire soit lancer des coopérations complémentaires. Et quand j'écoute mes collègues consultants qui sont dans les écoles, je pense qu'il y a vraiment des coopérations, des fils de coopération qui peuvent être relativement facilement tirés si on le prend sous l'angle de comment construire la coopération et pas seulement comment faire enseigner un praticien. Juste un mot là-dessus. Alors, Oui. sur le fond, c'est absolument le cas. Ce qu'on appelle les taux de couverture, qui sont en grande partie imposés par les accréditeurs sur le nombre de docteurs, d'HDR, etc., n'y aident pas. Il nous reste un petit quart d'heure avant la pause. Je propose de laisser la parole aussi à la salle. S'il y a des questions, s'il y a aussi des commentaires, je pense qu'on peut être en mode échange sur du vécu, du ressenti ou d'autres exemples de contribution. Ne pas hésiter. Je sais qu'il fait un peu chaud. C'est un lieu durable sur le climat. Oui. Ah, monsieur, autre troisième rang. Micro qui arrive. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions extrêmement riches. Mais je m'étonne que vous n'ayez jamais parlé des publications, parce que ça peut être un lieu d'échange et de construction commune. Alors, c'est un très bon point. Alors, on en fait ensemble. Par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les lauréats du prix académique Syntex, qu'on fait depuis quoi 7-8 ans facilement, même 10 ans, je crois que le premier c'était en 2014, avec chacun des lauréats, donc il y en a 4, on propose de coécrire une tribune dans la HBR France, donc le site, coécrire entre consultants et chercheurs. Donc c'est vrai que ça arrive et ça peut se faire. À titre personnel, pour mémoire, j'avais travaillé, alors ça date, c'était entre 2008 et 2009, avec le Centre de recherche en gestion de Polytechnique, le CRG, et on avait fait une série d'articles, alors je vois que c'était dans la tribune pendant 3 ans, sur pompeusement appelé le meilleur de la stratégie du management. Ça, c'était les journalistes qui avaient trouvé le titre, je suis désolé. Et le meilleur, j'en sais rien. Et c'est assez intéressant parce qu'à la fin, c'est même sorti un livre chez Pearson, Village mondial, des 3 années de collaboration. Et pour le clin d'œil, pour reprendre des choses que disait notamment Anne, c'est que des fois, on avait des discussions, parce que c'était pareil, des articles coécrits chercheurs, et c'était assez drôle de voir l'appréhension du temps entre des journalistes d'un quotidien, donc déjà, tout va vite, des consultants qui sont un peu entre les deux, des chercheurs dont il y avait des doctorants, certains ils étaient partis sur leurs 3 ou 4 ans de recherche, sur la dimension volume. C'est-à-dire que pour un journaliste, déjà au-delà d'une page Word, c'est beaucoup. Un consultant qui a 10 pages Word, c'est beaucoup, mais une ça va, mais 10 c'est beaucoup. Et puis les chercheurs nous disaient non, mais la synthèse fait 10 pages déjà. On leur demandait 1 page et demie maximum. Et troisième dimension, quand j'ai fait l'exercice aussi, c'était comment dirais-je, la sensibilité à la confidentialité de certaines informations. On avait un doctorant, par exemple, un jeune doctorant, il avait 28 ans, qui voulait bien parler de son sujet, mais il ne voulait pas donner de son expérimentation, mais pour des raisons de confidentialité, il ne voulait parler ni du nom de l'entreprise, ni du secteur, ni du pays. C'était une question autour des... c'était les premiers, premiers compteurs intelligents dans le domaine de l'eau en Inde pour Veolia. C'était une thèse financée par Veolia. Donc, je sais que c'est à monter au plus haut niveau pour qu'il ait l'autorisation de dire le pays, le secteur et le nom, parce que sinon l'article faisait un peu bizarre. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples sur les publications. Peut-être. Donc, pour avoir écrit des livres uniquement entre consultants et des livres entre consultants et chercheurs, c'est plus difficile entre consultants et chercheurs, mais ce que c'est plus puissant. C'est en percussion d'idées et en impact. C'est pas plus dur, moi je trouve. J'en ai fait aussi, mais... En tout cas, ça permet, parce que quand on écrit les articles HBR, donc entre chercheurs, lauréats et consultants, c'est toujours marrant de se confronter de manière très pratique. Et effectivement, là, on voit les manières d'approcher, les manières d'écrire. Ce que tu évoquais, c'est intéressant. Et après, on a, dans le cadre du jury, de temps en temps, alors c'est plutôt des gens du monde de l'entreprise. On a eu quelques articles et coécrits par des chercheurs d'un côté, des représentants du monde de l'entreprise, consultants plus rarement, mais on avait eu le cas avec Orange et des chercheurs, etc. Donc, ce n'est pas le cas le plus courant, mais c'est vrai qu'effectivement, la concrétisation à travers une publication est aussi un vecteur intéressant. Ouais, c'est vrai. Et pareil, il faut s'adapter au style, même d'une revue comme la HBR, qui tu vois exactement. Et je crois que moi, j'ai vécu le seul article qu'on nous a refusé parce que c'était trop B2B par la HBR.
J'ai cru, il me semble, oui, monsieur. Oui, c'est bon, à vous. Oui, en fait, merci beaucoup pour vos interventions. C'était juste pour partager mon expérience aussi. Pendant ma thèse à l'École polytechnique à Montréal, et justement, on a fait cette co-construction à travers les notions de Living Lab, justement, pour tester l'applicabilité des technologies comme le RFID au niveau de la supply chain, ce qui fait que dans un cadre neutre, on était capable de construire, de co-construire et de prouver que, en fait, faire des preuves de concept, en gros. Et pendant que mon séjour en Australie, donc j'ai travaillé pendant 3 années dans une institution avec des consultants. Je pense qu'ils ont tellement aimé le processus que finalement, ils sont inscrits en thèse. Donc, il est en train de finaliser sa thèse. Donc, voilà un bon exemple de co-construction aussi. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, il y a une question tout là-haut. Je suis désolé. C'est à l'autre bout. Descendre s'il y en a d'autres. Merci beaucoup, Saïd Assar, donc Institut Telecom Business School. Je voulais d'abord partager une expérience. J'ai encadré un doctorant qui était consultant et une fois qu'il a fini sa thèse et qu'il a continué à travailler en tant que consultant, il a dit depuis que j'ai fini ma thèse, que j'ai soumis le manuscrit, que j'ai soutenu, etc., j'ai une approche dans le consulting qui est différente. Je comprends les problèmes différemment, je raisonne différemment, j'écris différemment, je propose différemment. Donc, je voulais poser la question à nos collègues donc, qui sont consultants. Est-ce que vous avez des expériences plus ou moins similaires, je ne sais pas, de consultants qui ont fait une thèse ou pas? En France, ce n'est pas très commun, mais ailleurs, en Scandinavie ou en Allemagne, par exemple, c'est très, très commun. C'est presque un parcours obligé, je dirais. Voilà, merci. C'est vrai qu'en Allemagne, ils sont très doctor, hein, double doctorat, donc ça, c'est vrai que ça joue. Moi, j'ai eu le cas d'une jeune étudiante qui a d'abord commencé à faire une thèse à mi-temps chez Bouygues Télécom et sa thèse en parallèle sur du marketing direct. Et je lui avais dit, repostule quand tu as fini chez Bearing Point. Et puis 3 ans après, elle a postulé, elle a fait 4-5 ans chez nous. Et maintenant, elle est prof à la Sorbonne de marketing sur une des chaires. Mais c'est un cas vécu, donc je pense que vous en avez tous. Alors, ça reste sur le volume minoritaire, hein, mais il y en a de plus en plus, effectivement. Oui, justement, c'est tout à fait dans la lignée de cette remarque. Donc, j'ai beaucoup formé de doctorants et j'en ai vu certains qui essayaient de continuer une carrière dans le conseil ou de chercher des débouchés dans le conseil. C'était pas si facile que ça. Et surtout, ils constataient que leur doctorat était fort peu valorisé en termes de salaire. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils étaient diplômés, mettons de l'ESCP pour prendre un exemple au hasard, ça n'ajoutait strictement rien à ils recommençaient à zéro. Donc, qu'est-ce que vos opinions ou vos réactions sur ce point qui ne favorise pas l'intégration de gens qui sont formés à la recherche dans les cabinets de conseil? Non, on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on est assez normé, j'ai envie de dire, dans les profils qu'on recrute, même si on ouvre aujourd'hui, on est assez normé avec, je pense, un peu je t'aime moi non plus, j'ai envie de dire, sur ces profils-là, c'est-à-dire assez intéressé parce qu'il y a une approche profonde, intellectuelle, etc. Et en même temps, se dire, voilà, à côté de ça, il y a des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce qui sont, entre guillemets, directement utile sur projet, utile avec nous, etc. Donc, je suis d'accord, ce n'est pas une grande ouverture, c'est probablement un chemin qu'il faut qu'on ouvre. On a déjà ouvert sur des profils, mais celui-là, je pense, est peut-être plus compliqué à cause justement du temps que prend la thèse, à cause de l'écart qu'on voit entre ces deux approches-là, qui sont peut-être plus directes quand on a un docteur en face de nous. En revanche, nous, on a fait faire des études par quelques doctorants. C'est vrai que c'est approfondi, c'est vrai que c'est intéressant, et tout le monde s'y intéressait. De là à embaucher, c'est vrai que c'est un peu différent. À mon avis, il y a du progrès à faire. De là, elle est payée correctement. Oui, mais je pense que mettre en place les conditions qui permettent de faire que la confrontation des points de vue soit enrichie, ce n'est pas si évident que ça. Le mode d'utilisation, si je puis dire, d'un cabinet de conseil, du coup, par essence, normé conseil pour utiliser correctement et à bon escient les chercheurs et les doctorants et pas si évident que ça. Je pense que c'est une vraie limite. Je trouve que le CIFRE est un bon chemin pour ça. Parce que
Mais voilà, parce que là, tout le monde sait, on court après la même chose, on a une même finalité. Le CIFRE, c'est le chemin probablement le plus malin, le plus intelligent par rapport à ça. Après, je pense qu'on a tellement peu de candidats, je ne sais pas CIFRE, mais vraiment sur de l'emploi après un doctorat, que ce n'est pas dans nos grilles, parce que tous les cabinets ont des grilles, et que les spécificités, bon, je parle pour Behring, mais je pense que les autres, ce n'est pas très éloigné, c'est qu'au-delà de 30 ans, grosso modo, c'est le même salaire au grade. Donc, quelque part, il n'y a même plus de différence d'école. Donc, et a fortiori de type de diplôme. Parce que c'est on en fait aux tout jeunes diplômés, mais après, parce que c'est aussi l'air du temps, et puis ça fait partie, ils font le même travail. Donc, pour nous, à tel grade, c'est généralement entre 28 et 30 ans qu'ils ont ce grade-là. Entre guillemets, il n'y a plus de différence de salaire, quel que soit le diplôme. Sur cette question-là, je pense qu'il faut aussi regarder la valeur, d'une manière générale, du diplôme du doctorat en France par rapport aux autres pays à l'international. Et c'est vrai qu'un docteur français qui s'exporte sera bien mieux rémunéré s'il va travailler ailleurs qu'en France. Donc, c'est une question d'image du doctorat qu'il faut travailler en France. Et puis, alors évidemment, ça passe par les cabinets de conseil et puis par les contrats de type CIFRE qui, à mon avis, favorisent la valorisation, comme ce qui a été dit, du doctorat. J'ai quand même des expériences en tête de personnes qui sont passées par des CIFRE et qui sont placées avec des salaires tout à fait honorables dans des entreprises. Moi, mes collègues allemands, le plus autodidacte, il n'a qu'un doctorat. Beaucoup en ont deux. C'est presque une norme de marché, effectivement, de place. Ouais, et ça passe aussi par une refonte sémantique, parce qu'en France, on appelle docteur des gens qui ne le sont pas et on n'appelle pas docteur des gens qui le sont. En plus. Allez, il nous reste encore 2-3 minutes pour la pause, madame, oui. Bonjour, j'aimerais mieux comprendre, excuse-moi, je suis arrivée un peu en retard, mais j'aimerais mieux comprendre quant à cette intersection entre des chercheurs et des consultants, c'est à quel moment de la vie d'un consultant ou de la vie, de cycle de vie d'un projet qu'un consultant va consulter la littérature académique, et puis à quel moment de sa vie est-ce qu'il va plutôt chercher à co-construire avec des chercheurs? Frédéric a répondu peut-être jamais, et dans la majorité des cas, jamais. Après, c'est très variable. C'est très variable selon, j'ai envie de dire, les états des projets. Moi, il m'est arrivé de faire appel à des chercheurs dans le cadre de mission pour un apport d'expertise, et ça peut être tout au long de la mission, par exemple. Je ne sais pas si tu veux compléter. Avec effectivement un métier de consultant qui est quand même très variable. On est pour partie sur des grands projets de mise en œuvre où on déploie des méthodes, où là, le besoin de prise de recul et de recherche n'est pas premier. Il y en a d'autres où c'est essentiel. Et donc, effectivement, on n'a pas du tout un cycle de vie unique demandant à un moment donné de passer vers le monde de la recherche et autres là-dessus. On a un vrai travail d'organisation et de mélange à faire vraiment au cas par cas. Oui, pour complémenter ce qui a été dit, il y a une véritable évolution du métier d'enseignant-chercheur aujourd'hui, qui a avant été un peu comme un rat de laboratoire et donc qui restait derrière son ordinateur sans voir l'entreprise ou le moins possible. Et aujourd'hui, on a une mise en avant qui est beaucoup plus importante de l'enseignant-chercheur grâce notamment aux réseaux sociaux, qui conduit à une forme de représentation publique de l'enseignant-chercheur. Et donc, l'opportunité peut aussi venir de cette dimension beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vulgarisée sur la recherche, d'un consultant qui remarquerait que dans son réseau, il y a tel ou tel chercheur qui publie davantage sur un sujet qui l'intéresse. Et donc, il y a une proximité qui peut se créer de manière complètement, j'ai envie de dire, opportuniste et pleine de sérendipité.